avoir un bac+5, ça ne sert à rien. Je vois souvent cette phrase sur différents réseaux sociaux. Est-ce que ça craint si je vous dis dans les 30 premières secondes de vous abonner à mon Instagram, Léa Chou avec 2 E? Globalement, j'entends la rhétorique qui dit « Moi, j'ai pas de bac+5 et pourtant, je suis très heureux ou heureuse comme ça. » Donc, si je suis heureux et que je gagne ma vie, avoir un bac+5, ça ne sert à rien. Majoritairement, ça va être des gens qui n'ont pas de bac+5 qui vont dire ça, ou des gens qui ont fait des masters ou des écoles de commerce, mais globalement qui ont fait des écoles privées. Et on pourrait te dire que c'est normal parce que les gens qui ont tapé des masters universitaires ont tellement le seum que ça sert à rien qu'ils préfèrent se convaincre que ça sert à quelque chose. Bref, on va en discuter aujourd'hui ensemble. Peut-être qu'avant de commencer cette vidéo, on pourrait faire une petite pause pour s'hydrater. Et en partenaire de cette petite pause, nous avons Oli. J'espère que ça sera un partenaire récurrent. Donc là, je vais me faire celui-ci, c'est la gamme Iced Tea. C'est les meilleurs. Ok, j'ai fait un top tiers des meilleurs goûts de chez Oli. Si jamais vous consommez Oli, n'hésitez pas à me donner votre top en goût. En gros, Oli, c'est une nouvelle façon de consommer les boissons énergisantes et les soft drinks en le rendant plus durable. Dans la gamme énergie, mon préféré, c'est le citron framboise qui est comme ceci. Par exemple, si vous buvez beaucoup de boissons énergétiques, avec ceci, ça revient à peu près à 80 centimes votre boisson. Sachez juste que, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des placements Oli et moi, je comprenais pas. Donc, je vais le faire avec mes mots. Si vous ne buvez pas d'eau, je vous conseille la gamme hydratation, c'est vraiment des goûts très légers. Moi personnellement je ne suis pas fan puisque j'adore l'eau. Si vous êtes plutôt team iced tea avec des boissons un peu plus sucrées, eh bien chez Oli on a du véritable thé, des arômes 100% naturels, des antioxydants, des fibres. C'est évidemment sans sucre et sans caféine ajoutée. Les Oli Energy sont aussi 100% naturels avec de la New Caf, sans sucre, sans taurine. Si jamais vous êtes un petit peu perdu dans les goûts, vous pouvez directement acheter des kits avec plein de goûts, comme ça vous pouvez tester plein de choses. Alors moi j'appelle ça le goût de l'aventure, mais chacun son goût. Évidemment, comme c'est une collaboration commerciale, j'ai un petit code promo. Ça permet aussi de soutenir mon travail. Donc si jamais vous voulez tester, passez par moi, pas par les autres. Léa Chou, 5 € sur votre première commande. Ou avec Léa Chou, 10% sur toutes les autres si vous avez déjà commandé chez Oli. J'attends vos retours et votre top tier. Sur ce, je vous laisse aller écouter la vidéo et j'espère que vous êtes bien hydraté. Tout d'abord, la première chose, c'est que si on associe bonheur à étude, et bien dans ce cas-là, c'est vrai, puisque déjà c'est assez simpliste d'associer étude à bonheur, mais en pratique, on ressort d'après les études que la probabilité d'être heureux est la même pour tous et toutes, qu'importe le niveau d'études. Et heureusement, vous allez me dire. Je vous mettrai à peu près toutes les sources de cette vidéo en barre d'infos parce qu'il va y en avoir plusieurs, ça ne sort pas de mon grand chapeau. Une fois que je vois ça, ça me crispe un peu, je l'avoue, parce que en fait on associe trop souvent bonheur à travail et à argent. C'est vraiment une vision full capitaliste du monde, parce que si on va par là, en fait c'est pas vrai, parce que le travail tue et le travail rend malheureux. C'est-à-dire de façon un peu plus nuancée, on serait beaucoup plus épanoui dans nos vies si on ne devait pas travailler pour gagner de l'argent. Donc associer le bonheur à travail, c'est déjà quelque chose de très politique. Pour la petite anecdote, moi quand j'étais en 4e, je connaissais une fille qui voulait faire médecin. Moi ça me semblait totalement stupide. Ok, j'étais meuf, tu vas pas taper 10 ans d'études pour faire médecin. Tu vas passer ta vie à faire des études en classe, à apprendre des choses. Alors déjà, question numéro uno, comment tu vas manger, comment tu vas payer ton loyer, etc. Oui, j'avais pas de conscience de classe. Mais surtout, j'étais très fière de faire cette blague et je m'en souviens de dire « Oui, mais imagine, tu fais 10 ans d'études, tu sors dehors et tu te fais percuter par un bus. Tu auras passé toute ta vie à faire des études. » Alors je sais pas si cette personne est devenue médecin, mais c'est totalement possible. En tout cas, moi je sais que j'ai passé 70% de ma vie en cours, alors que j'étais persuadée que faire des études ça ne servait à rien, que c'était absolument pas ma voie. En fait, quand j'ai eu mon DUT et que j'ai commencé donc à travailler à plein temps sur mes réseaux sociaux, parce que oui, ça fait 10 ans que je vis des réseaux sociaux et j'en suis très fière, ok, je suis un dinosaure. Et donc à la fin de mon DUT, genre je devais avoir 22 ans je pense, j'ai commencé vraiment à avoir une crise existentielle. Donc voilà, je fais des vidéos et tout, mais en fait j'ai l'impression que voilà, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que je suis totalement passée à côté de quelque chose, je suis pas épanouie, je m'ennuie et je me dis meuf, tu t'ennuies, t'as même pas 23 ans quoi, donc si toute ta vie ça va être aussi ennuyant, fais quelque chose quoi. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Et quand j'étais ado, j'ai émis plusieurs fois l'idée à ma mère que je voulais être psychologue. Comme je vous l'ai déjà dit, dans ma famille, un psychologue c'est un peu un gourou, c'est un peu honteux, tu vois. Non ma fille, tu ne seras pas psychologue. Ça c'est un truc de gens bizarres. Et là j'avais mon indépendance depuis 5 ans. J'ai pas gros coup de tête, je décide que en fait je veux toujours devenir psychologue et commence à germer donc cette idée que reprendre les études, ça serait une bonne chose. Parce que de toute façon je me fais chier et que j'ai pas envie de faire que travailler parce que j'adore apprendre de nouvelles choses. Et donc je décide que je vais faire des études universitaires pour devenir psychologue et je me dis tu t'en fous, déjà fais le pas de t'inscrire, d'y aller et au pire de toute façon tu rateras tes premières années et que t'es nul, mais fais-le
que tu n'as rien à perdre. De toute façon, j'avais trop besoin d'être boostée et pour moi, c'était quelque chose qui m'excitait particulièrement de reprendre les cours. Je suis repartie donc à l'âge de 24 ans parce qu'il faut pas louper les séances d'inscription à la fac puisque c'est une fois par an et que du coup, voilà, pour être psy, j'ai repris les études à zéro. Il n'y a pas 1000 parcours, tu fais L1, L2, L3, puis Master 1, Master 2 pour être psy. Et puis avec les stages et tout ce qui va avec. Mais je suis super heureuse. J'apprends plein de choses, je découvre plein de choses. Je cherche littéralement quasi tous les mots dans le dictionnaire parce que j'ai aucune culture. Honnêtement, je ne connaissais rien à l'histoire. J'étais incapable de situer la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ok, j'ai aucune honte de le dire. Par contre, je suis quand même particulièrement forte et j'aime particulièrement les statistiques. Tout ce qui est logique, maths et tout ça, là, j'adore. À ce moment-là, je suis aussi quand même très fière parce que j'ai mes années. En fait, je réussis ma L1, ma L2, ma L3 et je l'ai réussi même avec mention. Et surtout parce que j'ai toujours pensé que j'étais une petite crotte, que j'étais super nulle. Enfin, car mes profs en terminale, et ça je la raconte souvent cette anecdote, comme une petite mamie, mais en terminale j'étais déléguée de classe. Terminale L, je vais au conseil de classe et vous savez, il faut faire les petits vœux. Quand vous êtes en terminale, vous faites vos vœux, enfin à l'époque en tout cas, mais on faisait des vœux et les profs mettaient favorables ou défavorables en fonction de nos vœux. Et moi j'avais mis du coup le DUT, j'avais pas mis beaucoup de vœux, j'avais mis DUT et j'avais mis l'université. Moi, ace dans les yeux, puisque j'étais là le jour du conseil de classe, quand on arrive sur mon cas, il y a la prof d'audiovisuel qui dit globalement que il faut mettre défavorable à tous mes vœux, que je suis trop superficielle et que en gros, je n'ai aucun avenir dans les études. Globalement, en fait, elle dit que je suis trop stupide, que en fait, je devrais arrêter les études pour me professionnaliser et qu'il me mettrait défavorable à tout, sauf si je mettais un BTS. Donc, merci de votre classisme et de votre validisme par la même occasion, comme quoi on peut être de gauche et absolument des gros. Et oui, ici on a le droit de pointer du doigt les bourgeois. Les années passent, je fais mes études et plus j'apprends des choses sur le monde et plus je trouve ça d'une violence extrême. Quand tu viens d'un milieu où personne n'a fait d'études, ouais, comment dire, côtoie un autre monde et du coup tout ce que je pensais être donc le monde entier, en fait c'était juste mon microcosme. Tout ce qu'on m'avait appris comme étant genre des normes universelles, comme des trucs du style ne te plains pas, travaille, ne rechigne pas à la tâche, accepte tout, prends sur toi, ne montre pas tes émotions, les gens sont méchants, les trucs un peu tu sais genrés et tout ça. En réalité, tout le monde n'était pas d'accord avec ça et c'était pas genre vraiment universel. J'ai pas honte de le dire parce que je pense que c'est des choses qu'on peut avoir honte quand tu t'en as conscience tard, mais je pense qu'il y a plein de gens qui le savent pas et c'est pas une honte de pas le savoir et je pense que c'est important de dire que moi j'ai appris ça, que j'ai eu de la conscience de tout ça. J'avais genre 24-25 ans. Là où le truc où je me suis vraiment sentie trahie, mais vraiment trahi en mode c'est que j'ai découvert qu'on n'avait pas tous et toutes les mêmes lois. Et vous savez quand vous avez été éduqué dans les normes sociales de fais pas de vagues, fais comme ci, fais comme ça, quand t'as bien que t'es discipline, que ton père spirituel c'est Maître Yoda, tu vois, et que pour toi la vie c'est un Monopoly et que donc tout le monde part de la même case, tu vois, au Monopoly. Tu découvres que là les petits connards sur la rue de la Paix, ils ont déjà la rue de la Paix alors que le tour il n'avait même pas commencé et qu'en plus de ça ils ont même pas les mêmes lois. Mes études ont totalement et profondément chamboulé mon quotidien. Je veux pas du tout, et je le précise, que ça soit utilisé en mode du style méritocratie, quand on veut on peut et ainsi de suite. Parce que déjà j'y crois absolument pas, parce que les études c'est élitiste, c'est violent et absolument pas accessible à tous et à toutes. Mais au vu de mon parcours, quand j'entends dire que les études ça ne sert à rien et que vraiment c'est inutile, je peux pas l'entendre. Enfin, ça donne des clés énormes de compréhension sur le monde. C'est vraiment genre, t'apprends à vérifier des infos, à être moins crédule, à moins te faire arnaquer. Je pourrais pas vous lister toutes les choses qui m'ont été utiles dans mes années, que je n'avais absolument pas conscience avant ça. Vraiment, ça a été pour le coup un très grand chamboulement. Est-ce que je peux dire que je suis plus heureuse maintenant ? Je suis pas sûre. Mais quand même, si les études universitaires ne servaient à rien, elles ne seraient pas aussi classistes. Et elles seraient accessibles à tous et à toutes. Quand je parle d'études universitaires, je parle des études donc gratuites, celles qui sont dans le public. Je parle vraiment des écoles publiques et non des écoles privées. Mais on y reviendra un peu plus tard. Je dis gratuite avec des guillemets. Vous allez me dire que ça l'est. Alors déjà, ça ne l'est pas parce que il faut payer les frais d'inscription et ainsi de suite. Quand vous êtes de milieu populaire et que vos parents n'ont pas beaucoup d'argent, vous avez des bourses scolaires. Vous allez me dire que du coup, c'est gratuit parce que les bourses prennent en charge ça. Globalement, en fait, on est dans un pays où si on veut aller à la fac, eh bien on y va. Vous, de toute façon, si vous n'y êtes pas allé, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas y aller, mais parce que vous n'en avez pas envie de toute façon. C'est très intéressant parce que ce processus, c'est un processus qui est en grande partie inconscient et c'est ce que Bourdieu nomme de habitus. L'habitus, il est façonné par notre environnement social et ça agit comme une sorte de boussole intérieure qui nous pousse à nous tourner vers ce qui nous est accessible et surtout ce qui nous est valorisé par notre milieu social. C'est pour ça que
si vous n'avez pas de parents universitaires, il y a peu de chances que vous fassiez des études universitaires. L'habitus fait qu'on a tendance donc à valoriser et à aimer ce qui correspond à notre milieu social et on tend donc à dévaloriser voire à mépriser ce qui est trop éloigné de notre réalité et du coup dire que faire une étude universitaire ça sert à rien. Et c'est aussi pour ça que moi pendant très longtemps je disais le truc des études que moi j'en ferais pas et que ça servait à rien, que c'était absolument stupide de faire 10 ans d'études parce que c'est mon habitus. Je me suis convaincue, les profs m'ont convaincue et mes parents m'ont convaincu que de toute façon les études c'était pas pour moi et que en fait je devais aller travailler. Du coup dans ma tête, quand j'étais au lycée, je comprenais pas l'intérêt d'aller en cours, d'apprendre l'histoire, d'apprendre tout ça et d'apprendre toutes ces choses parce que à quoi ça sert vu que moi ce que je veux c'est être mariée, jeune et avoir des enfants. Moi j'ai une question, si les études n'avaient aucune valeur, pourquoi autant de bourgeois et de bourgeoises se battraient pour durcir l'entrée, pour durcir leur accessibilité et jugeraient qu'aujourd'hui les études universitaires sont trop laxistes. Beaucoup de personnes disent, et je l'ai déjà vu en commentaire et du coup c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, que aujourd'hui oui à l'université les normes elles avaient complètement baissé, que maintenant c'était donné et ainsi de suite. L'accès aux études supérieures s'est ouvert à un plus grand nombre entre 2014 et 2015, qui fait qu'un peu plus d'un quart des personnes âgées de 25 à 44 ans dont les parents n'ont pas ou peu de diplômes ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. En revanche, 78% ont au moins un parent diplômé du supérieur, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 20% des étudiants de licence, donc sur tous, sont des enfants d'employés et 12% des enfants d'ouvriers. Mais plus tu avances et plus ces chiffres diminuent. En master, seulement 13% des étudiants sont enfants d'employés et 9% d'ouvriers. Tout le reste, c'est des enfants de cadres ou de gens qui ont des parents qui sont titulaires d'une thèse, d'un doctorat, ou enfin qui sont enseignants-chercheurs ou instituteurs et ainsi de suite. J'en ai parlé dans la vidéo où j'explique de est-ce que je vais continuer mes études et est-ce que je vais faire une thèse. Je vous laisserai aller la voir si jamais ça vous intéresse en complément de celle-ci. Du coup là je voulais juste imaginer le bagage économique et culturel, enfin le capital des gens qui font des études de commerce et qui font les grandes études de commerce. J'ai aussi fait un podcast dessus qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sur les écoles de commerce avec une personne qui est venue raconter son parcours. En outre d'une question d'habitus, c'est aussi une question d'argent. L'accessibilité aux études, c'est pas juste payer la scolarité, c'est aussi payer la nourriture, payer les déplacements en métro, payer le logement, payer les déplacements, payer les activités, payer tous ces trucs là en fait. Au bout d'un moment il faut quand même vivre un minimum. Quand tu fais des études en fait tu travailles, excusez-moi même s'il y en a qui vont dire oh non c'est pas un travail, si tu travailles gratuitement. Enfin t'as pas trop le temps d'avoir un autre travail à côté. Enfin, tu peux, du coup tu le fais à mi-temps, tu fais comme moi, mais encore une fois du coup c'est vachement plus difficile de faire des études quand tu dois travailler à côté que quand t'as tes parents qui te payent ton logement, ta nourriture et ainsi de suite. Moi ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'ai toujours dû me débrouiller avec les bourses et avec l'argent que je gagnais à côté. Ça, c'est ce qu'on nomme donc de violence symbolique. De penser que l'école c'est accessible à tous et que oui, non mais ça va, c'est juste une question de volonté. Moi ça je l'ai ressenti énormément. Bon, j'ai fait ma licence à distance donc j'étais pas en cours mais en master et surtout que j'étais donc à l'EHESS. Ça je l'ai énormément ressenti. C'est cool parce que j'avais des gens autour de moi qui étaient très bienveillants par rapport à ça donc on pouvait en discuter. Mais je l'ai vraiment vécu, j'ai vécu les choses. J'ai fait aussi un podcast sur le sujet. La meuf elle a fait des podcasts sur tous les sujets. Les violences symboliques à l'université ça va se manifester par des trucs du style pas te sentir à ta place, te sentir de trop, pas savoir ce que tu fais ici, avoir l'impression d'être absolument bête, ne pas avoir les références. Moi des fois ils faisaient des blagues et tout entre eux, genre un ping-pong de blagues et toi t'es là en mode je n'ai aucune fucking idée de quoi ces personnes parlent. Et faire des études, ça demande déjà de trouver de l'argent et d'en gagner, de pouvoir en vivre. Mais en plus de ça, ça demande de se faire violence pour accepter tous les jours de se sentir comme merde. C'est vraiment des choses qui sont totalement banales et banalisées, qui sont de l'ordre du symbolique. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va te le dire. Et il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et pour le comprendre et l'accepter, il faut écouter les personnes qui en parlent. Et pas dire, oh ça va, oh là là, non mais c'est pas vrai, oh là là, mais non mais quand on veut on peut. Non, ne le vis pas, tant mieux. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres personnes qui le vivent et c'est important de les écouter. Ça demande plein d'autres privilèges auxquels on ne pense pas. Déjà, avoir un espace pour travailler. Il y a des gens, ils n'ont pas d'espace pour travailler. Ils ont pas toutes ces choses qui sont banales pour beaucoup d'entre nous. Et donc, quand tu dois être en cours et que tu peux pas te débrouiller seul, donc voilà, ça devient vite un cercle vicieux en fait. Donc dire avoir un bac+5 ça ne sert à rien, déjà ça veut absolument tout dire et absolument rien dire. Mais en tout cas de dire avoir un master universitaire ne sert à rien en France, c'est scientifiquement faux et c'est malheureux. Parce que c'est absolument dégueulasse au fait de tout ce que j'ai besoin d'expliquer là. Réduire donc déjà tout le parcours universitaire au diplôme, donc à la notion simple de trouver un travail ou gagner de l'argent, ça revient à sous-estimer et même à passer totalement à côté de sa véritable valeur sociale. Il représente à lui tout seul un capital social et culturel qui ouvre de nombreuses portes dans ce monde d'une façon que quand on vient d'un milieu qui n'a pas conscience de tout ça, ça n'existe pas. On n'arrive même pas à l'imaginer. Bon, premièrement, il est évident qu'un bac+5, ça ouvre la voie
sur des postes à haute responsabilité. Bon, on va pas revenir là-dessus. Non, oui, la réalité c'est qu'aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, rend la recherche d'emploi beaucoup plus difficile et surtout si vous faites des sciences sociales en France. Bon, ce n'est pas parce que tout le monde a un master. Parce qu'en réalité, par exemple, en 2022, seulement 22,8% des personnes de plus de 25 ans possèdent un bac+2. Et c'est là où on revient un petit peu au diplôme payant. Déjà, un master payant, socialement, ça n'a pas du tout la même valeur. Il y a énormément de mépris autour de ça. C'est un peu une forme de distinction. Surtout, le vrai problème de ces masters-là, c'est qu'ils sont souvent accessibles par alternance, et du coup, c'est soit des personnes qui vont faire des crédits parce qu'ils n'ont pas la thune de payer ses études, ou soit c'est des personnes qui vont le faire en alternance, donc déjà vont se faire exploiter pendant je sais pas combien d'années pour payer ce diplôme. C'est un bon exemple de violence de classe, parce que encore une fois, si t'as pas les bons contacts et que t'as pas papa, maman ou des gens qui ont les bons contacts dans ces milieux-là, eh bien oui, tu vas avoir beaucoup de chances de faire un taf de merde à la sortie pour un truc qui te rapporte peu, alors que t'as des crédits déjà sur le dos. Et le pire, c'est que les études sur la mobilité sociale sont assez formelles. Les jeunes des milieux aisés, en fait, c'est ceux qui ont le plus de chances de mieux s'en sortir sans diplôme. C'est-à-dire que vaut mieux que t'aies des diplômes quand tu viens d'un milieu populaire, parce que si tu veux t'en sortir sans diplôme, en fait c'est possible, mais que si tu viens d'un milieu aisé. Parce que en fait, avoir un travail, et même si je dis oui, c'est une vision full capitaliste, avec un petit ton comme ça, en fait, on n'a pas le choix, en fait, on est obligé de manger pour survivre, pour vivre, pour faire des choses. Avoir un diplôme, ça a tendance à plus protéger de la précarité et du chômage. D'après les études qui ont été réalisées, les non-diplômés sont 42,4% à être au chômage, tandis que le pourcentage baisse de 8,7% les bac+2. Bon, ça fait quand même beaucoup de gens au chômage encore. Hein. En gros, ça dit quoi? En fait, c'est même pas forcément le diplôme qui protège de la pauvreté, c'est surtout papa et maman. Le milieu social d'origine. C'est un peu mon problème, c'est qu'à la fois j'ai envie de les défendre corps et âme parce que cœur, il y a eu trop de choses qui sont passées, mais à la fois c'est un peu énervant. Parce que je trouve ça injuste, ok? Même si je crache sur tout le côté élitiste et tout le côté... Voilà. En réalité, si on vient à privatiser les écoles, c'est vous tirer une balle dans le pied en fait. Si demain l'école publique devient payante, les inégalités sociales grimperaient en flèche. Ça serait terrible. Et ça, c'est quand même assez cool en France. Mais c'est cool, mais à contrario, c'est dégueulasse. En fait, voilà, c'est ça la nuance, ok? C'est ça la nuance, et c'est ça qui est super difficile. Encore une fois, en fait, nous sommes dans un monde classiste. On s'en sortira beaucoup mieux si on va à l'école. On s'en sortira beaucoup mieux si on sait parler. On s'en sortira beaucoup mieux si on sait écrire, utiliser les informatiques et faire des calculs mentaux et ainsi de suite. Enfin, on s'en sortira beaucoup mieux. Donc oui, on s'en sortira beaucoup mieux si on va à l'école, sauf que si on se retrouve à privatiser l'école, les gens de classe populaire n'auront plus accès à l'école. Et du coup, en fait, ils seront encore plus méprisés. Ça me révolte en vrai que en fait, le savoir, la culture et tous les tafs un peu vraiment un peu un mépris du style de je suis pas manuel, je suis intellectuel. Comme si le manuel c'était pas une chose, alors que vraiment le travail de première ligne, le fait de le travail ouvrier, en fait un gros bourgeois n'en est pas capable, n'est pas capable d'avoir la cadence, n'est pas capable d'avoir la rigueur. Il y a la vidéo de Grégoire Simpson sur le mépris de classe, et notamment avec la figure de Jules, qui en parle très bien. Si jamais, je vous la mettrai dans le petit. Et du coup, voilà, moi ce qui me révolte, c'est que le savoir, la culture et tout ça, et tout ce côté un peu intellectuel, en fait, ça soit plus valorisé que le reste, comme si les gens qui avaient fait des études et qui avaient le savoir étaient des dieux sur Terre, et que les autres, c'était des gueux. Bon bref, on va conclure là-dessus. Mais globalement, on va conclure en disant que, bien que je sois absolument contre ce fonctionnement-là, pour moi, qui suis issue d'un milieu populaire, avoir un master universitaire, ça a totalement changé ma life. Certes, j'aurais sûrement pas le métier de mes rêves, je le fais déjà, c'est être avec vous, mais il y a peu de chances que je termine sur un chantier comme mon père. Plus de ça, mon nouveau capital culturel et social m'a permis par exemple de pouvoir venir en aide à ma mère, notamment dans la gestion du handicap de mon père, mais même dans la gestion de plein de choses du quotidien. On pourra en parler ça aussi dans le détail, mais il y a un fossé qui s'est créé entre que vit ma mère au quotidien, qui est d'une violence sans nom. J'ai l'impression que ma mère se fait tabasser la gueule quotidiennement par la vie en fait. Et du coup, je peux venir en aide à ma famille. J'ai des amis qui sont journalistes, enseignants-chercheurs, profs, architectes, et que eux, souvent ils ont des amis docteurs, avocats. Et ça fait que demain, si je suis dans le caca, je peux essayer d'avoir soit un avocat, soit un médecin, soit quelqu'un autour de moi pour poser des questions. Et croyez-moi que quand vous avez un pépin dans la vie et que vous devez aller en procès, si c'est l'ami d'un ami qui vous défend, c'est pas la même chose que si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas. Tu peux faire d'énormes magouilles quand t'as un ami avocat, tu peux faire d'énormes magouilles quand t'as un ami médecin. Et c'est ce qui se passe quand tu donnes du pouvoir à certaines personnes et pas à d'autres. Et quand t'as un bon capital social, quand t'as un bon capital économique et quand t'as un bon capital culturel, les trois sont interconnectés. C'est beaucoup, voilà, c'est plus simple. C'est un énorme filet de sécurité dans la vie. J'ai un filet de sécurité, mais il est très très fragile. Vraiment, il est très fragile, il a beaucoup de trous, mais je vois que quand même, il est quand même plus résistant que celui de ma mère. Et c'est pour ça que je peux dire que malheureusement et heureusement, les études universitaires, ça m'a servi quand même à beaucoup de choses. Voilà.
N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, on reste vraiment bienveillant, le classisme, le validisme et tout ça, mais je sais que vous êtes pipou, donc je me fais pas trop de soucis. Si jamais tu veux me soutenir financièrement, tu le peux via mon Patreon. Et là, en ce moment, sur le Patreon, je vous donne du contenu exclusif sur le vlog où je vous explique la différence entre, par exemple, le contenu de Lena Situation, de Gaël Garcia Diaz, Enjoy Phoenix, bref, de toutes les femmes qui font du vlog. On apprend à différencier ça sur mon Patreon. Et si jamais vous voulez me soutenir financièrement, c'est par là-bas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bisous. Bref, je cherche des amis haut placés. Pour qu'on magouille. Je me fais attaquer par mon chat parce qu'il a décrété que c'était l'heure de manger et que quand ça ne va pas dans son sens, je vais t'envoyer mon avis avocat. J'en ai pas, bah t'as bien de la chance. Et si jamais tu veux encore plus de vidéos université et parcours scolaire, sache que j'ai une playlist dédiée.